Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une stratégie qui peut sembler un peu d'une autre époque, mais appliquée à un secteur super moderne, la médecine esthétique. On va parler de vente directe. Oui, oui, de porte à porte. Ah oui, le porte-à-porte pour vendre du Botox, ça interpelle. Exactement. Et pour décortiquer ça, on s'appuie sur des éléments d'un guide intitulé Vente esthétique porte à porte, guide pour professionnels. Et derrière cette méthode, il y a une personne, le docteur Hari Massoudi. Hmm. Son profil est intéressant. Biologiste moléculaire, il a été chercheur en médecine régénérative. Ah oui, solide background scientifique. Tout à fait. Et maintenant, il est consultant en développement commercial, mais spécifiquement pour le monde de la beauté. Il propose même une masterclass là-dessus. Une masterclass sur le porte-à-porte esthétique. D'accord. Oui, et elle cible, d'après ce qu'on lit, les praticiens esthétiques ambitieux. Donc, notre objectif ici, c'est de comprendre comment cette technique, bon, un peu classique, est présentée comme une méthode qui pourrait être hyper efficace aujourd'hui. C'est ça. Parce que franchement, l'image d'un docteur ou d'une infirmière qui sonne aux portes pour proposer des injections ou des soins laser, ça surprend un peu, non? Carrément. Ça casse un peu l'image habituelle de la clinique feutrée. Voilà. Alors, comment est-ce que le porte-à-porte pourrait vraiment être un atout dans ce domaine si particulier? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. La première question qui me vient, c'est pourquoi? Pourquoi ça marcherait spécifiquement pour la médecine esthétique? On parle quand même de traitements très personnels. Ça touche à l'intime, à l'image qu'on a de soi. Comment le porte-à-porte s'insère là-dedans? Justement, c'est pile l'argument central que met en avant Massoudi. L'idée forte, c'est que la confiance, c'est la clé de voûte dans ce secteur. Le Botox, les fillers, les lasers, c'est pas comme acheter un t-shirt en ligne, quoi. Non, c'est clair. Et la source soutient que ce contact direct, le face-à-face que permet le porte-à-porte, eh bien ça permettrait de construire cette confiance de manière quasi immédiate. On parle vraiment de créer une expérience très, très personnalisée, presque un service de conciergerie esthétique qui vient à soi. Conciergerie esthétique à domicile. D'accord. Oui, et ça tranche radicalement selon cette vision avec le marketing digital qui peut paraître froid ou les pubs un peu impersonnelles qu'on voit partout. Il y a un exemple assez parlant tiré du matériel de Massoudi qui illustre ça. Imaginez un praticien qui se présente et qui dit Oui. quelque chose comme « Votre voisine, Madame Dubois, elle maintient son éclat de jeunesse grâce à mes soins ». Ah, la recommandation de la voisine. Malin. Exactement. L'idée, c'est que le praticien passe tout de suite du statut d'inconnu à celui d'expert, qui est déjà validé par le voisinage. C'est un levier psychologique assez fort qui est mis en avant là. D'accord, je vois l'angle. Jouer sur la proximité, la validation sociale quasi immédiate. Mais alors concrètement, comment on met ça en place? Le guide, apparemment, insiste beaucoup sur la préparation. Donc l'étape 1, ce serait planifier sa stratégie. Tout à fait, on n'y va pas au hasard. Oui, j'imagine. Il est question de cartographier son territoire, de choisir ses quartiers avec soin. C'est exactement ça. L'idée, c'est de cibler. Par exemple, choisir des zones résidentielles plutôt aisées si on propose surtout des soins anti-âge. Mhm. Ou alors viser des quartiers plus jeunes, près des universités ou des zones de bureaux, si on a des solutions contre l'acné par exemple. C'est une approche très segmentée du démarchage. Une approche quasi chirurgicale, oui. C'est ça. Et derrière cette planification, il y a un concept que l'auteur nomme la contagion sociale de la beauté. La contagion sociale. Oui, il postule en gros que le désir de soins esthétiques peut se propager dans un cercle social, un voisinage. Si une personne est contente, elle en parle. Et le simple fait de pouvoir dire « Ah mais je m'occupe déjà de votre voisine », ça devient un argument très puissant. D'accord. Le bouche à oreille, mais activé de manière proactive. Voilà. Et pour activer ça, le guide propose même des phrases très directes. On trouve des exemples comme « Je viens de finir un soin pour Madame Martin un peu plus loin dans la rue, et elle est absolument ravie des résultats sur l'éclat de sa peau. » Ah oui, c'est direct. Oui. Ou alors, pour créer un sentiment d'urgence, d'exclusivité. Ce forfait découverte est très demandé dans le quartier d'ailleurs. Il ne me reste qu'une seule place cette semaine. Le fameux « il n'en reste qu'un ». Exactement. L'accent est mis aussi sur la création d'offres qui sont présentées comme irrésistibles, basées sur l'urgence, l'accès privilégié. Par exemple, juste cette semaine, j'offre une séance de luminothérapie LED avec la consultation. Ou encore, il ne me reste que 2 créneaux pour essayer mon nouveau traitement raffermissant exclusif. Est-ce que l'un des deux pourrait vous intéresser? Ok, on voit bien le mécanisme de vente là. Très orienté action immédiate. Passons à l'étape suivante décrite dans le guide. Perfectionner son discours. Là, ça devient intéressant.
il est dit qu'il ne s'agit pas de vendre, mais de résoudre un problème. Oui, C'est une nuance qu'on entend souvent en vente, mais comment on l'applique concrètement quand on débarque chez quelqu'un pour parler de ses rides ou de son acné, ça me paraît délicat. c'est tout l'art apparemment. L'accent est mis sur une approche qui doit être conversationnelle, chaleureuse. Chaleureuse, oui, mais comme Ça, on mais vient... il y a même ce conseil un peu surprenant de commencer par un compliment sincère pour briser la Un glace. compliment à sport. Sur n'importe quoi. Le guide suggère des phrases comme «Oh, votre peau a déjà un très bel éclat, c'est quoi votre secret?» Ou même un truc qui n'a rien à voir. «J'admire beaucoup l'aménagement de votre jardin.» Ah oui, carrément, c'est une technique pour créer une connexion avant de parler business, quoi. Voilà, l'idée c'est de détendre l'atmosphère. Et ensuite, ce qui est très souligné, c'est l'importance des questions ouvertes. D'accord. Le but, c'est de guider la conversation, de découvrir les besoins sans jamais donner l'impression de forcer la main. Donc, au lieu de demander «Est-ce que vous voulez du Botox?», on suggère plutôt «Comment prenez-vous soin de votre peau en ce moment ?» Mhm. Ou bien «Avez-vous déjà envisagé certaines solutions pour rehausser encore davantage votre éclat naturel ?» C'est plus doux, effectivement, moins frontal. Exactement. C'est l'opposé des questions fermées, celles où on répond par oui ou non. Selon le guide, ça tue la conversation. Ça empêche de comprendre ce que la personne recherche vraiment ou ce qui la freine. Un autre point qui est recommandé, c'est d'utiliser des supports visuels. Ah oui, comme quoi? Une tablette, une belle brochure, avec des photos avant-après qui soient vraiment convaincantes. L'idée, c'est d'aider la personne à se projeter, à visualiser sa propre transformation potentielle. D'accord. Visuel et conversationnel. Et là, on arrive à un point que le guide appelle carrément une arme secrète. Laquelle? La vente croisée. Vendre les produits de soins à utiliser à la maison en plus des traitements. C'est présenté comme quelque chose que beaucoup de praticiens négligent. Pourquoi c'est si crucial dans cette stratégie de porte-à-porte? Alors oui, c'est présenté comme vraiment fondamental, pour 3 raisons principales d'après ce qu'on lit. Premièrement, l'impact direct sur le revenu par client. Le matériel de Massoudi parle d'une augmentation possible de 40 à 60%, ce qui est énorme. 40 à 60%, oui, c'est pas rien. Deuxièmement, ça permettrait d'améliorer et de prolonger les résultats des traitements faits en clinique. Donc, le client est plus satisfait sur la durée. Logique, ça renforce l'efficacité perçue. Et troisièmement, la fidélisation. Il y a un chiffre qui est avancé. Les clients qui adoptent une routine de soins à domicile avec les produits recommandés seraient 3 fois plus susceptibles de revenir pour d'autres traitements. 3 fois plus. D'accord, c'est un levier de rétention très puissant. Tout à fait. Et pour intégrer cette vente additionnelle, de façon naturelle, fluide, des exemples de phrases sont donnés. Par exemple, pendant qu'on planifie le traitement, pour vraiment maximiser les effets de votre Botox, je vous recommande ce sérum spécifique. Honnêtement, plus de 90% de mes clients l'utilisent et ils adorent. Intégrer la recommandation produit directement dans le plan de soins. Ou juste après un soin, voilà votre petit kit post-traitement. Ce sérum à la vitamine C, il va vraiment aider à maintenir cet éclat qu'on vient d'obtenir. D'accord. Ou même lors d'un suivi. Alors, comment ça se passe avec la crème contour des yeux? Beaucoup de mes patientes l'associent avec notre rétinol pour des résultats encore plus nets. Ça semble assez bien intégré, oui. L'auteur cite même un exemple de succès, une certaine Dr Lisa C, Oui. qui aurait fait passer la valeur moyenne par client de $350 à $890, simplement en intégrant systématiquement des routines de soins à domicile sur 3 mois dans ses forfaits. Impressionnant. Et l'argument clé? C'était que les clients étaient ravis de pouvoir activement maintenir et prolonger les bénéfices chez eux. Ça leur donnait un sentiment de contrôle et de continuité. Ok, c'est convaincant. Mais bon, forcément, qui dit vente dit... Objection, c'est l'étape obligée. Ah oui, le fameux non merci. Voilà. Le guide lui suggère de ne pas voir ça comme un rejet, mais plutôt comme une opportunité. D'éduquer, de rassurer, c'est l'étape 4, c'est ça? Gérer les objections. Exactement. Et le guide aborde ça de front, avec des stratégies de réponse pour les objections les plus courantes. Par exemple, Le classique, j'ai pas le temps. alors face à j'ai pas le temps, la parade suggérée c'est. Mais c'est justement pour ça que j'apporte l'expérience de la clinique directement chez vous. La consultation initiale, elle prend à peine 15 minutes et ensuite on planifie les soins quand ça vous arrange vraiment. Malin. Retourner l'objection en avantage. C'est l'idée. Pour le non moins classique, c'est trop cher. Ah oui, celui-là. Ils en pensaient ça au début. Mais ils ont vite réalisé qu'en fait, investir dans ces traitements leur faisait économiser de l'argent sur le long terme. Ça remplace toutes ces crèmes coûteuses qui, souvent, donnent peu de résultats. On transforme la dépense en investissement rentable. Voilà. Et quand la personne dit « j'ai besoin d'y réfléchir », Oui, la non-décision immédiate. là, la suggestion, c'est d'être compréhensif, mais de rester proactif. Bien sûr, prenez votre temps. D'ailleurs, je vous laisse cette brochure avec une offre spéciale, valable 48 heures, juste pour vous. Réfléchissez tranquillement et surtout, n'hésitez pas à m'appeler si vous avez la moindre question. Garder la porte ouverte et créer une petite urgence avec l'offre limitée. C'est ça. L'approche générale, c'est toujours 1.
valider la préoccupation de la personne. 2. Proposer une solution ou une autre perspective. Et 3. Laisser une porte ouverte pour un suivi facile. C'est clair. Ensuite, l'étape 5, on revient à la preuve sociale et aux références. L'idée est que les gens se fient beaucoup à ce que font les autres, surtout pour leur apparence. Comment on utilise ça concrètement au pas de la porte? L'idée, c'est de rendre cette preuve sociale très locale, très tangible. Le guide recommande de mentionner discrètement, bien sûr, des voisins ou des clients du quartier, si c'est pertinent et avec leur accord implicite évidemment. Comme dans l'exemple de tout à l'heure, Madame Dupont, qui habite au bout de la rue, elle vient justement de commencer mon programme éclat. Oui. Ou alors, on peut faire référence à des tendances plus générales, mais qui s'appliquent à la personne. Ce type de traitement pour redéfinir l'ovale du visage, c'est vraiment très demandé par les femmes de votre tranche d'âge en ce moment. Ça ancre la proposition dans une réalité proche ou une tendance forte. Exactement. Et l'objectif, selon la source, il est double. D'abord, asseoir immédiatement la crédibilité du praticien. Ah, il n'est pas juste un vendeur qui passe, d'autres ici lui font confiance. D'accord. Et ensuite, créer un léger sentiment de FOMO, comme on dit, la peur de rater quelque chose. Ça peut encourager la personne à au moins écouter l'offre plus attentivement. La psychologie joue un rôle énorme, on le sent bien. D'ailleurs, l'étape 6, elle aborde l'état d'esprit du praticien. Rester constant et positif. J'imagine que le porte-à-porte, ça doit être usant émotionnellement, non? Les refus, les portes qui se ferment. Le guide insiste sur la résilience. Ah oui, absolument. Les conseils donnés sont assez classiques, des formations commerciaux, mais vraiment adaptés à ce contexte spécifique. On parle de se conditionner mentalement avant chaque visite, visualiser une interaction positive, de considérer chaque non, chaque porte fermée, non pas comme un échec personnel, ça c'est crucial, mais comme une information. Une information, c'est-à-dire... M'info du type « Ok, ce quartier n'est peut-être pas le bon pour cette offre » ou « Mon approche initiale n'était peut-être pas la meilleure, je dois ajuster ». C'est de l'apprentissage continu. Il est rappelé que le but, ce n'est pas de convaincre tout le monde. C'est impossible et épuisant. Le but, c'est de trouver les bonnes personnes, celles dont les besoins correspondent vraiment à ce que le praticien propose. Un jeu de chiffres et de persévérance, en somme. Exactement. Faut pas prendre le rejet personnellement. Et enfin, la dernière étape, la numéro 7, savoir conclure l'affaire et assurer le suivi. Parce que susciter l'intérêt, c'est une chose, mais il faut transformer l'essai. Quelles sont les actions clés qui sont recommandées à ce stade final? Alors là, c'est le moment de concrétiser. Oui, le guide insiste sur l'importance d'obtenir un engagement, même petit au début, mais un engagement clair. Par exemple, proposer directement des options de rendez-vous concrets. J'ai justement une disponibilité pour une consultation demain à 15 h ou bien jeudi matin à 10 h. Lequel de ces créneaux vous arrangerait le mieux? Oui, être très directive sur la prochaine étape. Ensuite, point très important, laisser une trace physique, tangible. Une belle brochure, une carte de visite, avec l'offre spéciale rappelée dessus. Quelque chose que la personne peut garder et regarder à nouveau. Un rappel matériel. Voilà. Et enfin, la règle d'or du suivi. Contacter la personne dans les 24 à 48 heures. Un court appel, un message personnalisé pour répondre aux éventuelles dernières questions et maintenir l'élan, maintenir la conversation active. D'accord. Donc, si on essaye de résumer un peu l'essence de cette stratégie de porte-à-porte version esthétique, telle que présentée par ce docteur Massoudi, il y a d'abord cette priorité absolue donnée à la connexion personnelle, à la confiance qu'on bâtit en face à face. Oui, c'est le pilier. Ensuite, une planification hyper ciblée du démarchage, le territoire, les offres. Très stratégique. La vente croisée des produits présentés comme un levier majeur de rentabilité et de fidélisation. Ma arme secrète, oui. Et enfin, tout un arsenal de techniques pour gérer les objections et utiliser la preuve sociale locale comme un accélérateur. C'est une excellente synthèse, tout à fait. Ce qui ressort vraiment de cette approche, c'est cette conviction que dans un marché de l'esthétique qui est quand même saturé de publicité digitale, eh bien revenir à une interaction humaine très directe, presque intime, ça peut constituer un avantage concurrentiel majeur. Une sorte de retour aux sources, mais modernisé aussi. C'est un peu ça. C'est présenté comme une méthode vieille école, oui, mais réinventée pour offrir une expérience client qui se veut exclusive, hyper personnalisée, loin du bruit numérique ambiant. Et le potentiel qui est mis en avant par le docteur Massoudi, c'est pas juste d'augmenter le chiffre d'affaires d'un cabinet, c'est aussi de transformer la relation de confiance avec les clients en construisant son succès, comme il le dit littéralement, une porte après l'autre. C'est une vision assez audacieuse, c'est vrai. Oui, ça ne manque pas d'audace. C'est vrai que c'est audacieux et de voir une technique aussi low-tech, finalement, que le porte-à-porte, être positionné comme une stratégie d'avant-garde pour un secteur si techno et si personnel, ça fait réfléchir et ça nous amène naturellement à notre question finale.
Mhm. Au-delà de la médecine esthétique elle-même, est-ce que cette idée de revenir à une hyper-personnalisation, à une construction de confiance très locale, presque au contact direct comme ça, est-ce que ça pourrait avoir une pertinence ou inspirer d'autres secteurs, d'autres services très personnels, même aujourd'hui, alors que tout semble passer par les écrans et les algos? C'est une excellente question pour conclure. Est-ce que ce besoin de contact humain direct et ciblé pourrait refaire surface dans d'autres domaines? Voilà, une piste de réflexion pour nos auditeurs peut-être. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.